Bonjour et bienvenue dans le Salon de l'Histoire. Et oui, c'est bientôt Noël. Ah, Noël, le joli sapin, l'ambiance chaleureuse, le repas préparé avec amour permettant à la famille de se retrouver et non, je déconne. Haha. Tout ce qu'on retient comme image, c'est un gros bonhomme rouge sur un traîneau volant tiré par des rennes qui refile des cadeaux bien chers aux enfants. Niveau réalisme, on a sans doute vu mieux. C'est quoi la prochaine étape? Un grand barbu dans le ciel qui exauce les souhaits des gens? Ah merde, c'est déjà pris. Trêve de plaisanterie. Si à Noël on guette le ciel avec impatience pour ne pas louper l'arrivée du gros bonhomme rouge, c'est parce que c'est un réflexe très ancien. Je m'explique. De tout temps, les hommes ont levé la tête vers les cieux et c'était une véritable source d'interrogation pour eux. Qu'est-ce qu'il y avait là-haut? Et parfois quelque chose venait briser la tranquillité de la sphère céleste et pouvait effrayer les populations. Dans cet épisode, nous allons faire la liste de phénomènes qui ont marqué les civilisations à travers les âges. Vous êtes prêts? C'est parti! La première apparition céleste dont je vais vous parler concerne une éclipse de soleil qui a mis fin à une bataille. Un peu comme dans Tintin avec une éclipse qui calma des Incas un peu agités du bonnet. Notre histoire se passe en 585 avant Jésus-Christ, en Anatolie, c'est-à-dire l'actuelle Turquie. Deux peuples, les Mèdes et les Lydiens, s'affrontaient depuis un bon moment lorsque soudain, près de la rivière Halis, une éclipse de soleil vint perturber la bataille. Croyant qu'il s'agissait d'une intervention divine, les deux belligérants cessèrent immédiatement de se taper dessus pour éviter de se prendre une punition divine sur la tronche. C'est notamment grâce à l'historien grec Hérodote que nous connaissons cette anecdote. Cette fois-ci, c'est un érudit romain qui nous raconte le phénomène céleste. Il s'agit de Julius Obsequens, un auteur du IVe siècle. Dans son Prodigiorum Liber, le livre des prodiges, il nous raconte l'apparition en Gaule de 3 soleils. Ce phénomène assez remarquable s'appelle le parélie. Pour faire simple, ça se produit lorsque le soleil est bas et que l'atmosphère contient des cristaux de glace présents dans des nuages de haute altitude. En réfléchissant et en réfractant la lumière solaire, ces cristaux donnent l'illusion de plusieurs foyers lumineux, on a donc l'impression qu'il y a 3 soleils. Mais les Romains, pas si cons que ça, se doutaient bien qu'il s'agissait d'un phénomène naturel, une sorte d'effet de miroir, plutôt que du dieu du soleil à qui il aurait poussé 2 autres têtes. En témoigne l'œuvre de Sénèque, Les Questions naturelles, rédigée vers 62 de notre ère. Il dit « Ce sont des images du soleil qui se dessinent sur un nuage dense, voisin de cet astre, et disposés en miroir. Certains définissent le parélie comme un nuage circulaire, brillant et semblable au soleil. » Avançons un peu dans le temps et rendons-nous au Moyen-Âge. Chez les populations nordiques médiévales, il existait un phénomène céleste assez remarquable qui fut bien vite lié aux mythes et aux légendes. Il s'agit des aurores polaires. Pour résumer, c'est ça. Une sorte de voile lumineux et coloré dans le ciel. On retrouve surtout ces phénomènes dans les régions du Nord, car les particules solaires responsables de ces aurores tombent plus facilement sur Terre du côté des pôles, car c'est là que le bouclier magnétique terrestre laisse entrer ces particules. Toutes les langues nordiques parlent de ces lumières du Nord, sauf les Finlandais qui parlent de revontulet, qui désigne une queue de renard rouge ou bien encore des feux du renard. En effet, certains peuples de Finlande imaginaient que le renard polaire, en parcourant rapidement les vastes étendues enneigées, éjectait de la poussière avec sa queue dans le ciel, ce qui créait les aurores polaires. Il devait avoir une sacrée force dans sa queue, hein. Oubliez ça. Mais ce n'est pas tout. D'autres peuples nordiques associaient ces aurores polaires au Bifrost, le chemin entre la terre et les cieux. Ces lumières étaient également reliées à la danse des esprits de certains animaux, comme par exemple les saumons, les rennes, les phoques et les belugas. Enfin, les aurores polaires étaient parfois considérées comme le souffle des baleines, ou bien encore comme le reflet du soleil ou de la lune sur les armures des Valkyries quand elles traversaient le ciel. Nous, on imagine des extraterrestres souvent moches, hostiles et avec des gros vaisseaux. Eux, ils imaginaient des femmes guerrières en armure lourde qui traversaient le ciel sur des chevaux et en chantant pour conduire les morts à un putain de banquet géant. Chacun son trip. Allons faire un tour en Europe occidentale au XIIe siècle. Un contemporain, Galbert de Bruges, raconte dans son ouvrage Passio Caroli Boni Comitis que le 11 août 1124, une éclipse de soleil vint perturber le quotidien des Européens.
Je vous fais part de ces impressions, lesquelles, vous pourrez en juger, sont sans la moindre exagération. Le Seigneur envoya donc les fléaux de la famine et ensuite de la mort sur tous ceux qui vivaient dans notre royaume. Mais, tout d'abord, il daigna par la terreur issue des signes, rappeler à la pénitence ceux qu'il avait précédemment vus enclins au mal. L'an 1124 de l'incarnation du Seigneur, au mois d'août, apparut à tous les habitants de la terre aux environs de la 9e heure du jour. Mais, comme les hommes ne se corrigèrent même pas de cette manière, tant les seigneurs que les serfs, survint une disette due à une famine soudaine et, à sa suite, firent irruption les fléaux de la mort. Les hommes dépérissaient aussi d'abus de nourriture et d'indigestion, mais ils étaient toujours accablés par la faim jusqu'à ce qu'ils finissent par rendre leur dernier soupir. On peut constater que l'auteur n'a pas la moindre idée du phénomène astronomique derrière tout ça. À aucun moment il n'évoquera le passage de la Lune ou bien encore la projection des ombres. Bref, il comprenait que dalle. C'est bizarre, ça me rappelle un truc. Pourtant, les Grecs de l'Antiquité connaissaient déjà le fonctionnement des éclipses, donc bien avant le XIIe siècle. Précisons aussi que grâce à Nicéphore Grégoras, un astronome romain du XIVe siècle, on saura prédire les prochaines éclipses solaires avec précision. En pleine période de Renaissance, en Allemagne, plus précisément dans la ville de Nuremberg, un imprimeur du nom de Hans Glaser nous a laissé une bien étrange gravure que je vous laisse découvrir. Cette gravure semble donc représenter un événement céleste qui se serait produit, selon les dires de l'auteur, à l'aube du 14 avril 1561. Et avec cette image, Hans Glaser nous a également laissé un récit bien singulier. Est apparue sur le soleil, alors qu'il se levait, une vision effrayante et vue par nombre d'hommes et de femmes à Nuremberg. Il y avait aussi 3 grands cylindres. Dans ces cylindres étaient 4 sphères ou plus. Tout cela a combattu violemment et lutté jusqu'à épuisement des forces. Difficile de dire ce que l'auteur de cet ouvrage a réellement pu observer. Les plus imaginatifs pensent à un combat d'extraterrestres. Il faudra quand même m'expliquer pourquoi des types vivant à 10 000 années-lumière choisissent l'Allemagne pour se foutre sur la gueule. Enfin bref. Tandis que les plus rationnels pensent à un phénomène météorologique. Quant à moi, je vous rappelle que les imprimeurs étaient un peu les chimistes de l'époque. Donc ces personnes travaillaient avec toutes sortes de substances chimiques. Peut-être notre bon vieux Hans a été tenté par une utilisation quelque peu orthodoxe de ces produits, allez savoir. Passons maintenant en Italie, vers la fin du XVIIe siècle. Vers 1660, les habitants d'Italie ont signalé une pluie surnaturelle, des croix tombant du ciel. Immédiatement, tout le monde a pensé à un signe de Dieu. D'après ce que l'on sait, il s'agirait plutôt d'un phénomène naturel lié au Vésuve, le fameux volcan qui a détruit Pompéi en 79 après Jésus-Christ. Je laisse pour cela la parole à William Hamilton, un scientifique écossais du XVIIIe siècle. Dans quelques relations d'une éruption du Vésuve, l'année 1660, on fait mention de certaines cendres qui tombèrent en forme de croix et furent regardées comme très miraculeuses. Mais il y a une explication très philosophique de ce phénomène. Il dit que l'année 1660, depuis le 16 d'août jusqu'au 15 d'octobre, le Vésuve jeta des cendres imprégnées d'un soufre nitreux, bitumineux et salin, lesquelles, en tombant sur les vêtements de toile, prirent la forme de croix, probablement à cause de l'intersection des fils du linge, et que par cette raison, les sels ne prirent point cette forme quand ils tombèrent sur des vêtements de laine. C'est sûr que ça fait tout de suite moins rêver que le jugement dernier. Ah, les scientifiques. Toujours là pour casser l'ambiance. À présent, rendons-nous dans le Nouveau Monde, en Amérique, et plus précisément en Nouvelle-Angleterre. Que s'est-il passé ? Le 19 mai 1780, en plein jour, le ciel se serait obscurci à tel point que les habitants ont dû allumer les bougies à midi. Bien évidemment, tout le monde a pensé à une punition divine, la fin du monde ou un truc du genre. Mais en réalité, il s'agissait probablement d'un phénomène tout con. Sans doute une accumulation de particules dans l'atmosphère en raison d'importants feux de forêt. En effet, si les vents permettent une forte concentration de poussière, de cendres et de particules à un endroit, cela peut entraîner un abaissement de la luminosité. Résultat, on a l'impression qu'il fait nuit en plein jour. Certains scientifiques se chargèrent par la suite de vérifier l'hypothèse de l'incendie, et en analysant les arbres, et notamment les cercles de croissance, ils ont pu prouver que ces régions d'Amérique du Nord ont bien été touchées par de violents incendies à cette époque.
Avançons encore dans le temps. En 1815, un volcan indonésien appelé Tambora se réveille. On assiste alors à l'une des plus importantes éruptions jamais enregistrées par l'homme. À elle seule, l'éruption fit près de 100 000 morts. Mais c'est surtout les conséquences de cette éruption qui nous intéressent. Car en éjectant plein de poussière et de particules dans la haute atmosphère, le volcan va dérégler le climat, car les rayons du soleil étaient absorbés avant d'atteindre le sol. Cela va provoquer un changement climatique important, avec comme effet principal un abaissement des températures. En gros, il a fait très froid, ce qui a entraîné de mauvaises récoltes. Et en Europe, en 1815, les guerres de Napoléon viennent tout juste de se terminer, laissant un continent épuisé et meurtri. Et c'est alors que le Tambora vient foutre sa merde et provoque une famine. L'année suivante, 1816 donc, sera connue comme l'année sans été, avec des chutes de neige importantes, y compris dans des endroits habituellement chauds, comme par exemple à Taïwan. Quant aux poussières, elles vont également entraîner une baisse générale de la luminosité moyenne, ce qui fera de 1816 une année bien sombre. Allons faire un tour du côté de nos amis russes, en 1908, en plein cœur de l'Empire russe, près d'un cours d'eau appelé Tunguska. Alors, que s'est-il passé en plein cœur de la Sibérie? Eh bien, d'après les archives russes et soviétiques, une gigantesque explosion a eu lieu le 30 juin 1908, en début de matinée. Explosion tellement énorme qu'elle a été entendue à plus de 1000 km. Quant aux dégâts, eh bien la forêt a été complètement cramée à plus de 20 km de distance, et il y a eu d'autres dégâts matériels sur près de 100 km. Pour comparer, c'est l'équivalent de plusieurs centaines de bombes atomiques, comme celle qui a détruit Hiroshima en 1945. Et au final, c'était quoi? C'est là qu'on nage en plein mystère. Déjà, comme la zone était très peu habitée, il n'y a pas eu de victimes a priori, et donc pas trop de témoins non plus. D'après ce qu'on a pu recueillir comme témoignage, une grosse boule de feu aurait traversé le ciel avant de s'écraser. Ça fait tout de suite penser à... Mais non, pas à ça, à une météorite. Sauf que lorsque les Russes ont envoyé une équipe près de 20 ans plus tard, ils n'ont pas trouvé de cratère. Seulement des arbres calcinés et une forêt en bien triste état. Du coup, le mystère n'est pas encore complètement éclairci, et plusieurs théories circulent. Un mini trou noir, une météorite d'antimatière, un crash de vaisseau venu d'ailleurs, ou encore même l'expérience ratée de Nikola Tesla, un ingénieur travaillant aux États-Unis. Non mais c'est bien d'avoir une imagination fertile. N'hésitez pas d'ailleurs à proposer votre propre théorie dans les commentaires. Enfin, en 1910, la comète de Halley repassa près de la Terre. Seulement les astronomes calculèrent sa position exacte et s'aperçurent que la trajectoire de la Terre traversait la queue de la comète. Rien de bien grave me direz-vous, hormis les blagues foireuses. Sauf que depuis le 19e siècle, on savait analyser la composition des astres lumineux grâce à la technique de la spectroscopie. Et en analysant la comète de Halley, les astronomes s'aperçurent qu'elle contenait notamment du carbone et de l'azote sous forme de cyanogène, un gaz particulièrement toxique. Immédiatement, l'information se propagea parmi la population, et plusieurs courants de panique se développèrent dans les pays occidentaux. Les gens avaient peur que l'atmosphère se retrouve empoisonnée par le gaz toxique. La fin du monde était-elle proche? Malheureusement non. Non seulement les calculs de la trajectoire de la comète s'avérèrent erronés, car la Terre ne traversa pas sa queue, mais même si cela avait été le cas, la poussière de la comète se serait désagrégée dans la haute atmosphère terrestre et les éventuels gaz toxiques n'auraient jamais atteint la basse atmosphère. Donc tout ça pour rien. Que conclure? On constate que plus on avance dans le temps, plus les phénomènes célestes observés sont nombreux. En effet, le référencement se développe et les techniques d'observation du ciel aussi. Petit à petit, l'aspect religieux ou merveilleux cède la place à une explication rationnelle, scientifique, même si elle n'est pas toujours exacte. Malgré cela, le ciel fait toujours rêver et suscite l'émotion chez nombre d'entre nous. Nous avons peur que le ciel nous tombe sur la tête, mais nous ne pouvons nous empêcher d'admirer la beauté des étoiles un soir d'été. Enfin, tant qu'on peut. Profitons-en avant d'avoir le même ciel que chez nos amis chinois. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine.